En Corse, Jean-Pierre Chevènement sifflé à son arrivée au palais de justice par un comité d'accueil indépendantiste. L'ancien ministre témoignait dans l'affaire des paillotes. Lui ont succédé les deux conseillers de Lionel Jospin. Le malaise des gendarmes, le ministre de la Défense a annoncé 15 jours de récupération rémunérée, l'une de leurs principales revendications. Au total, Alain Richard annonce 1,3 milliard pour les militaires et les gendarmes. Les mauvais chiffres du chômage pour le 6e mois consécutif, la courbe est à la hausse, plus 1,3%. Les ministres de l'Emploi et de l'Économie encouragent à garder son calme. Et puis l'hommage de la Grande-Bretagne à George Harrison qui s'est éteint ce matin à Los Angeles à l'âge de 58 ans des suites d'un cancer. Le plus discret et le plus jeune des Beatles avait composé quelques-unes des plus grandes chansons du groupe. Voilà, monsieur, bonsoir. On est tous un peu orphelins ce soir. George Harrison a accompagné plusieurs générations. Il était le plus discret, le plus jeune des Beatles. Sa disparition laisse le cœur gros à toute l'Angleterre qui se retrouve dans les paroles de Paul McCartney qui le considérait comme son petit frère. L'hommage d'un pays en deuil à Londres, Bernard Lebrun. Drapeau en berne au City Hall. Liverpool et les Beatles, la ville portuaire et la bande des quatre ne font qu'un depuis 40 ans. Alors quand George s'éteint, la mairie prend le deuil. Un registre de condoléances a été ouvert dès ce matin. La ville était au travail et seuls quelques jeunes qui n'ont connu des Beatles que la légende sont venus dire leur émotion. Et puis il y a ceux et celles qui ont grandi avec eux. Ma première réaction a été une grande tristesse. J'ai un lien très fort avec les Beatles. Je viens de Liverpool. J'ai grandi avec eux. Et leur musique aussi a beaucoup influencé mes enfants. Dans cette ville-musée dédiée aux Beatles, le premier cabaret où ils ont joué en 1961 accueillait cet après-midi les fans de tous âges, émus sur fond de Something, grand tube écrit par George Harrison. Paul McCartney, qu'il appelait son petit frère, est apparu très touché par la disparition de son copain de lycée. C'était un type fantastique, avec beaucoup d'humour. J'ai eu de la chance de le voir il y a 15 jours et il était de bonne humeur, amusant comme à son habitude. C'est un homme courageux et un très grand privilège de l'avoir connu. Ils ne traverseront plus jamais ensemble le passage clouté de la route de l'Abbaye, où se trouve encore le studio mythique des Beatles. À Londres aujourd'hui, le mur de l'Abbey Road Studio s'est couvert de mots d'amour. Le Premier ministre, lui, s'est contenté d'en faire part. Nous avons tous grandi avec les Beatles. Leur musique, leur personnalité nous ont accompagnés toute notre vie. Les gens sont très attristés par sa mort. George Harrison avait aussi beaucoup d'humour et il restera dans l'histoire de la presse britannique en raison de ses réponses fameuses. L'une de celles-ci était « Les Beatles ne se reconstitueront jamais tant que John Lennon est mort ». C'est donc à 58 ans que George Harrison, après s'être battu contre le cancer, s'est éteint à Los Angeles ce matin. Pour tous donc un homme de cœur, un homme d'humour, un homme pacifique, le premier à s'être engagé dans l'action humanitaire. Et puis cet incomparable talent, compositeur et guitariste, il avait signé quelques-unes des plus belles chansons des Beatles. Olivier Lenuzza. La mélodie du bonheur du chanteur à la candeur adolescente. My Sweet Lord, le Seigneur chanté, loué par un homme féru de religion, de méditation. Oh my Lord, my sweet Lord, my sweet Lord. My Sweet Lord, un succès mondial enregistré en 1970, revisité 30 années plus tard. Vous savez, même avec les Beatles, on ne savait pas grand-chose. On suivait juste notre intuition. Et on a fait ça jusqu'au bout. Les années 60, l'hystérie, le phénomène Beatles. Parmi les 4 gamins de Liverpool qui enflamment le monde, il y a un artiste un peu plus réservé que les autres. Surnommé The Quiet One, le silencieux. Harrison, discret, secret, il convertit ses amis aux vertus de la philosophie indienne. Il apprend le sitar, découvre Ravi Shankar, le plus populaire des musiciens indiens. Maintenant, je comprends les personnes âgées de 90 ans qui se prennent pour des adolescents. Rien ne change, juste le corps. L'âme est la même de la naissance à la mort. En fait, il n'y a que l'enveloppe, la condition physique qui évolue. Il fut le premier des Beatles à publier dès 1968 un disque solo.
Il organisa le premier grand concert rock de charité. Ami de Dylan, il collabora avec Clapton sous le pseudonyme de l'ange mystérieux, un ange qui rêvait de changer le monde. En Corse, le procès de l'affaire des paillotes. Aujourd'hui, c'était au tour des politiques de venir témoigner. Une journée plus dense avec l'arrivée des deux conseillers de Lionel Jospin qui ont été entendus en fin de journée. Jean-Pierre Chevènement, lui, s'est exprimé devant les caméras à l'entrée et à la sortie du palais. Les indépendantistes avaient réservé à l'ancien ministre de l'Intérieur un comité d'accueil plutôt turbulent. Reportage Dominique Verdaillan, Alain Poirier. Du haut des marches du palais, Jean-Pierre Chevènement contemple un étonnant accueil. Sur le trottoir de gauche, on applaudit le candidat à la présidence. Sur le trottoir d'en face, on fustige l'ancien ministre de l'Intérieur. 2h30 à la barre pour un témoignage plus politique que judiciaire. Il ne faut pas désespérer de la Corse dans la République, lâche-t-il un brin provocateur dans une salle comble. Barriérage, force de police impressionnante, Jean-Pierre Chevènement quitte le palais sous haute protection. Objectif, éviter que le cortège ne soit touché par différents projectiles. Off, mandarine, bouteille. Quant au dossier des paillotes, Jean-Pierre Chevènement s'interroge toujours. Encore aujourd'hui, dit-il, je ne comprends pas. Depuis 2 ans, il imagine 2 hypothèses pour expliquer cette bêtise, cet ordre imbécile. Si vous avez donné cet ordre contraire à la politique gouvernementale, l'opinion dira que vous êtes coupable, et moi je le dis avec elle. Et dans l'hypothèse inverse, si vous n'avez pas donné cet ordre, on pensera que vous avez la responsabilité d'avoir laissé se créer un climat délétère autour de vous. Avec la même distance vis-à-vis de l'ancien préfet, Clotilde Walter et Alain Chrisnart se succèdent à la barre. Les mots sont pesés dans la bouche des 2 conseillers de Lionel Jospin. Ils évoquent leur rencontre à Matignon avec le préfet 1 semaine après les faits. Il ressort aujourd'hui que Bernard Bonnet a d'abord cherché à se protéger et ensuite à accabler ses futurs coprévus. Ce qui est troublant, enchaîne Alain Chrisnart, c'est qu'il n'a jamais évoqué l'incendie de la première paillote commis par le colonel Mazère et Gérard Pardini. C'est une comédie qu'il nous a jouée, murmure le conseiller. Mais cette confrontation tant attendue, tant espérée, qui devait être source de rebondissement selon la défense de l'ex-préfet, se retourne ce soir contre Bernard Bonnet. Car avec assurance, les 2 témoins ont démenti catégoriquement avoir tenu les propos que Bernard Bonnet leur prête depuis 2 ans et demi. L'ex-préfet de Corse est ce soir plus seul que jamais. Jean-Pierre Chevènement a une longue histoire avec la Corse, une histoire tumultueuse qui s'est achevée, on le sait, par la démission de l'ancien ministre de l'Intérieur qui a dénoncé le virage à 180 degrés de Lionel Jospin. Le franc-parler, sinon les propos parfois à l'emporte-pièce de Jean-Pierre Chevènement ont émaillé l'affaire des paillotes. Arnaud Boutet. Une semaine après la mort de Claude Érignac, l'émotion s'exprime par des fleurs devant la préfecture de Corse. Elle se lit encore sur les visages à l'intérieur du bâtiment. Bernard Bonnet devient ce jour-là le nouveau représentant de l'État sur l'île. Pour le ministre de l'Intérieur, pas de doute, ce choix est le bon. C'est l'homme qu'il faut à l'endroit où il faut. Bernard Bonnet veut rétablir l'état de droit et n'hésite pas à provoquer des incidents. En janvier 1999, au tribunal d'Ajaccio, le bâtonnier ose critiquer l'État. Bernard Bonnet quitte la salle, Jean-Pierre Chevènement applaudit. Sachez que j'approuve pleinement le comportement du préfet Bernard Bonnet. Je considère qu'il a bien fait. Puis vient l'affaire des paillotes. Une affaire d'État, scande l'opposition. De l'État, minimise le gouvernement. Le préfet Bonnet est en prison. Devant les députés, Jean-Pierre Chevènement le soutient, preuve à l'appui. J'ai reçu ce matin par Chronopost une lettre du préfet Bonnet. Et il rappelle ce principe. Le préfet Bonnet bénéficie de la présomption d'innocence. En juillet, Bernard Bonnet sort de prison, met en cause ses conditions de détention. Jean-Pierre Chevènement prend alors ses distances. Il ne veut pas se livrer à des polémiques inacceptables. Fin de l'épisode Bonnet. Mais Jean-Pierre Chevènement n'en a pas fini avec la Corse. Le processus de Matignon commence. Le ministre de l'Intérieur rejette le projet de nouveau statut de l'île. C'en est trop, il jette l'éponge, claque la porte et démissionne. Une sordide affaire de pédophilie. À chaque fois, on a le sentiment qu'on est arrivé au comble de l'abject. Et voilà que dans un petit village de l'Indre, une jeune assistante maternelle de 18 ans a été écrouée pour viol aggravé sur des enfants de 3-4 ans dont elle abusait pendant leur sieste. François Privat, Philippe Ritten.
Des parents à la fois inquiets et résignés à la sortie des classes cet après-midi devant l'école de Saint-Hilaire-sur-Benaise. École dont l'une des assistantes maternelles vient d'être mise en examen pour viol aggravé et agression sexuelle aggravée sur 2 petits garçons de 3 et 4 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est fait, et puis c'est tout. Il fallait réfléchir avant de l'embaucher. On n'a rien de spécial à dire, on laisse faire l'instruction et puis on verra quoi. Les faits reprochés à l'assistante maternelle âgée de 18 ans se seraient déroulés durant la sieste des enfants, dans l'une des 2 salles de cette école, qui accueille 17 élèves de la petite section au cours préparatoire. C'est l'un des enfants agressés qui a révélé les faits à l'autre assistante maternelle de l'établissement, qui en parle aussitôt à Karine Nocoron, adjointe au maire chargée de la vie scolaire, mais aussi maman d'un enfant de l'école. En tant qu'élu, on a fait vraiment tout ce qui était en notre pouvoir et le plus vite possible. C'est la seule chose que je puisse dire. Et en tant que maman? En tant que maman, j'essaye de relativiser au mieux, en me disant que cette personne n'était pas là depuis très longtemps, qu'elle n'était là qu'à mi-temps, et que le pédopsychiatre a été aussi extrêmement rassurant en expliquant que sur des enfants de cet âge-là, il y avait de grandes chances que ce soit extrêmement bien réparable. Les assistantes maternelles des écoles communales sont recrutées par les municipalités sans contrôle direct de l'inspection d'académie. Il n'est plus question aujourd'hui d'étouffer ce genre d'affaires. Malheureusement, je pense que quel que soit le statut des personnes, on n'est pas à l'abri de surprises, de très mauvaises surprises de ce genre. Écrouée depuis quelques jours, la jeune fille, originaire de Saint-Hilaire-sur-Benaise, ce petit village de 300 habitants, aurait reconnu les faits. Le malaise des gendarmes semble avoir été entendu par les autorités au terme de négociations à l'école militaire cet après-midi. Le ministre de la Défense leur accorde 15 jours de récupération supplémentaire rémunérée, ce qui était l'une de leurs revendications essentielles. Mais la base reste mitigée. Reportage Thomas Dandois, Valérie Fourniou, Marie-Pierre Cassignard. C'est le grand rendez-vous des armées, très attendu cette année par les gendarmes. Pour compenser les 35 heures dont ils n'ont jamais vu la couleur, le Conseil supérieur de la fonction militaire leur accorde 15 jours de congés supplémentaires ou bien une augmentation de près de 8 400 francs. Alain Richard, leur ministre, est venu l'annoncer loin des caméras cet après-midi. Il se défend d'avoir cédé à la grogne. Cette décision est, je crois, pas influencée par des agissements extérieurs qui, de toute façon, représentent une très faible minorité. Par contre, les représentants des gendarmes dans le Conseil de fonction militaire, eux, parlent au nom de l'ensemble du personnel. Et c'est à eux que j'ai répondu. La grogne n'a fait que croître ces dernières semaines. Lettres anonymes aux journalistes, manifestations de femmes de gendarmes, leur mari militaire étant tenu au devoir de réserve. Le ministre leur a donné plus que prévu, mais peut-être pas suffisamment. C'est une somme qui n'est pas négligeable. Et bien sûr, ça n'est pas exactement ce qu'espéraient les instances représentatives, mais on s'en rapproche beaucoup. Selon nos informations, plusieurs gendarmes auraient déjà annoncé leur intention de démissionner de leur fonction de représentant. La fronde n'est peut-être pas terminée. Ces dernières semaines, pour la première fois, on a donc entendu clairement les gendarmes se plaindre de leurs conditions de travail, de leur manque de moyens, bref, de l'insécurité. Rompant avec la loi du silence qui leur est généralement imposée, ils ont porté le débat sur la place publique et donc obtenu partiellement en gain de cause en un rien de temps comparé aux nombreuses années de vaches maigres. Loïc Delamornay, Alain Locaccio. La scène donne bien le ton de la journée. 8 heures du matin, un accident. Ces gendarmes sont les premiers à marcher, comme l'on dit en bon jargon militaire. Les premiers, mais surtout les seuls sur leur zone. Dès qu'on a fini, on y va. Hein. Il y a combien de véhicules en cause? Pas de chance, un deuxième accident vient de se produire quelques kilomètres plus loin. Hésitation, les gendarmes doivent laisser sur place une conductrice en état de choc. Elle se débrouillera en appelant des amis. On va patienter un petit peu, ils viennent nous chercher et nous on ira sur la place. Ouais, mais je vais attendre toute seule là. Non, Mais si, en route pour le deuxième accident. Le fourgon de la brigade a 253 000 km au compteur, vitesse de pointe 90. L'équipe arrive sur les lieux avec plus de 20 minutes de retard. Non, c'est anormal. C'est anormal, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Dans le même temps, une brigade moto appelle à l'aide. Il faut intercepter des casseurs à une sortie d'autoroute. Trop de travail ici, demande de renfort refusée. Les casseurs s'enfuiront tranquillement. Retour à la caserne de Marguerite. Ici, on pense qu'il faudrait 10 hommes de plus pour assurer la couverture de la zone. Mais on manque quand même de place. Des bureaux ont été installés dans des bungalows de location. Mais il y a plus.
pour éviter que des procédures s'entassent, on est obligé d'avoir un ordinateur. C'est vous-même qui avez dû débourser l'argent pour... Ah ben, j'ai déboursé l'argent, je l'ai acheté l'année dernière, 8000 francs. Ici, la moitié des gendarmes ont dû s'acheter leur propre ordinateur. La nuit tombe. C'est la brigade voisine de Rodillan qui prend le relais. Même problème matériel. Par exemple, il n'y a qu'une arme pour 2. Et là aussi, on manque de place. Ce gendarme travaille dans une ancienne chambre de petite fille. La brigade a dû réquisitionner un des appartements de la caserne. Contrôle d'une voiture suspecte. Les gendarmes ont un très beau système informatique d'identification par radio. Problème, la batterie du fourgon ne tient pas, panne d'ordinateur. Et quand ça marche, c'est la radio qui passe mal. Oui, il manque de relais, donc il y a des zones d'ombre. Heureusement, comme tout le monde, les gendarmes ont quand même un téléphone portable. Les 2 hommes en fuite qui auraient grièvement blessé un gendarme mercredi dernier à Pau, ces 2 agresseurs ont été identifiés. Tous 2 sont de nationalité espagnole, les membres de l'ETA. Leur portrait a été diffusé. Puis Lionel Jospin s'est rendu au centre départemental de la gendarmerie de Pau pour apporter son soutien. À Toulouse, Philippe Douste-Blazy prend sur lui de débloquer les sommes nécessaires pour que les sinistrés puissent enfin faire réparer leurs fenêtres définitivement. Le maire de la ville dit en avoir assez d'attendre et se dit stupéfait du peu de diligence montrée par Total Fina, notamment pour venir en aide à tous ceux qu'on appelle les sans-fenêtres. Hélène Vergne, Olivier Combe. L'image vaut tous les symboles. Alors que s'ouvrait ce matin un débat sur les risques industriels, les sans-fenêtres sont venus une fois de plus exprimer leur écœurement et exiger, 2 mois et demi après l'explosion de l'usine toulousaine, une réparation définitive de leur logement. On utilise ce débat pour mettre un écran pudique devant le sort de 50 000 personnes qui vivent dans des conditions inhumaines. C'est scandaleux. Une nouvelle fois, Philippe Douste-Blazy a saisi cette occasion pour dénoncer l'immobilisme de ses adversaires. La mairie prendra financièrement en charge les réparations pour plus de 2000 familles. Chaque sinistré, dès mardi matin, pourra avoir de l'argent qui lui sera débloqué pour aller chercher un artisan et pour lui refaire ses fenêtres. Je prends mes responsabilités et après, croyez-moi, je me ferai rembourser. Un remboursement que la mairie compte exiger des assureurs de Total Fina Elf. Quant à l'avenir du site chimique, largement évoqué cet après-midi lors du débat, aucune décision n'a été prise, mais il semble aujourd'hui inconcevable d'envisager sa réouverture. Et une nouvelle rassurante pour tous ceux qui souhaitaient revendre leur voiture de plus de 5 ans. Le décret sur l'amiante qui devait l'interdire ne sera appliqué probablement que dans 6 mois. C'est du moins ce qu'indique l'entourage du ministre de l'Emploi. En revanche, sur le marché du travail, les nouvelles ne sont pas bonnes. Pour le 6e mois consécutif, le chômage est à la hausse. Les plus touchés sont d'abord les hommes et les jeunes. Et la conjoncture internationale n'explique pas tout. Émilie Lançon. Pour une bonne part, les nouveaux demandeurs d'emploi du mois d'octobre, ce sont eux, les appelés du contingent. Avec la fin du service militaire, ce sont 500 000 jeunes qui entrent sur le marché de l'emploi. Pas étonnant, plus 4,3%, le taux de chômage des moins de 25 ans est celui qui progresse le plus. Depuis 6 mois, le nombre de demandeurs d'emploi ne cesse d'augmenter, plus 1,3% en octobre, ce qui porte à 2 167 800 le nombre de chômeurs. Si les chiffres du chômage ne sont pas bons, c'est d'abord à cause d'une mauvaise conjoncture. La première raison à l'augmentation du chômage, c'est le ralentissement de la croissance en France et dans le monde. La deuxième raison, c'est le tassement de la politique de l'emploi, avec l'arrivée à maturité des 35 heures, la fin des nouveaux emplois jeunes et le repli des contrats emploi solidarité. Comme souvent, les intérimaires sont les premiers à ressentir les effets du ralentissement économique. 13% des missions n'auraient pas été reconduites. Les industriels n'ont pas le moral. Selon l'INSEE, la confiance des patrons dans l'économie connaîtrait son plus bas niveau depuis 1994. Malgré cela, le gouvernement relativise et fait remarquer que sur une année pleine, le taux de chômage baisse plus qu'il n'augmente. Certaines catégories en ont tout particulièrement bénéficié, comme les chômeurs de longue durée. Épilogue positif pour les salariés de Marks & Spencer. Le plan de reprise proposé par les Galeries Lafayette leur permettra soit de retrouver un emploi, soit une indemnisation substantielle. Peggy Leroy, Nicolas Prader. Des pleurs de soulagement. Depuis des mois, les Marks & Spencer attendaient ce moment. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, un emploi aux Galeries Lafayette ou bien une prime de départ d'1 mois et demi de salaire
par année d'ancienneté. Une victoire arrachée après une longue bataille. On n'a pas lâché, parce qu'on a négocié, parce qu'en rapport de force, on s'est battu. On négocie depuis On est là depuis 2 jours. On négocie, qui ont poussé justement à arriver où on en arrive aujourd'hui. Car pendant 2 jours, les salariés sont restés aux portes des négociations. À l'intérieur, les débats avec la direction étaient particulièrement tendus. Une négociation très longue, très difficile, avec des négociateurs redoutables, parce que je peux vous dire que dans ma carrière, j'en ai rarement vu d'aussi coriaces. Les employés vont pouvoir maintenant profiter de leur dernier jour à travailler ensemble. Les magasins devraient fermer définitivement le 22 décembre. C'est demain que le Charles de Gaulle entamera sa première mission effective, direction l'océan Indien. Le porte-avions nucléaire fait partie du dispositif français dans la lutte contre le terrorisme en Afghanistan. Voici en quoi consistera sa mission. Paul de Genève. Jusqu'à présent, ce bateau était surtout connu pour ses déboires mécaniques et sa facture pharaonique. Aujourd'hui, le Charles de Gaulle se prépare pour sa toute première mission. Empêcher Ben Laden et ses lieutenants de s'enfuir par la mer en passant par le Pakistan. Et pour cela, il dispose de nombreux atouts. D'abord ses avions, ils seront 20. 16 super étendards, ils ont déjà quitté leur base en Bretagne. Ces bons vieux chasseurs peuvent être utilisés contre des navires. 2 Rafales dans leur version marine seront aussi embarqués. Leur mission, protéger le porte-avions contre une attaque venue du ciel. Mais aussi de couvrir les 2 Hawkeye qui seront à bord. Ces avions radars peuvent repérer la plus petite embarcation sur une zone de plusieurs milliers de kilomètres. Enfin, le Charles de Gaulle dispose de ses propres moyens de surveillance. Ce dispositif est le plus lourd engagé par la France depuis le début du conflit. Une opération d'envergure pour faire bonne figure. On peut penser évidemment que le porte-avions va arriver un peu tard. La deuxième mission du porte-avions pourrait être une mission de frappe, mais il est très peu probable qu'il y ait encore des frappes et que les États-Unis intègrent, ça serait difficile, intègrent les avions français dans un système de frappe, puisqu'il faut les ravitailler en vol, que c'est compliqué. Le porte-avions et son escorte quitteront Toulon demain. Cap sur le canal de Suez, puis l'océan Indien. À la mi-décembre, le Charles de Gaulle sera opérationnel au large du Pakistan. Alors, il pourra enfin faire ses preuves. Venons à la situation en Afghanistan. Il semblerait que la ville de Kandahar, à nouveau cible des bombardements américains, pourrait se rendre plus rapidement que prévu. Des négociations sont en cours selon le Pentagone. Maintenant, au nord du pays, dans la ville de Mazar-i-Sharif, où a eu lieu dimanche dernier la violente mutinerie des prisonniers islamistes réprimés dans le sang, les forces de l'opposition parquent désormais leurs prisonniers talibans comme ils le peuvent. Reportage de nos envoyés spéciaux Richard Binet, Nathalie Gallet. C'est à peine s'ils ont le courage de parler, tant ils sont là d'attendre. Près de 180 prisonniers pakistanais venus combattre aux côtés des talibans, oubliés dans cette manufacture de coton abandonnée de la périphérie de Mazar-i-Sharif. Ils ont perdu la guerre et semblent comme étrangers à ce qui leur est reproché aujourd'hui. Nous sommes venus participer à la guerre sainte parce qu'on nous a dit qu'il y avait des infidèles en Afghanistan. Aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas vrai. Nous sommes tous musulmans. Tout cela n'aurait jamais dû arriver. Depuis leur emprisonnement, ils n'ont pas vu la lumière du jour. Jusqu'à leur linge qu'ils doivent laver à l'intérieur de l'entrepôt. Seule la Croix-Rouge autorisée à les visiter leur apporte de la nourriture. Ils ne se plaignent pas, mais ont pris leur distance avec leur ancien chef, Oussama Ben Laden. Nous ne le connaissions pas. Nous n'avons jamais eu de contact avec lui. Nous ne savons pas ce qu'il faisait. À l'heure de la prière, tous se tournent vers la Mecque. Vers cette porte pour une fois ouverte, comme un répit dans leur détention. Surveillé par la communauté internationale, le général Dostum, qui en d'autres temps ne s'embarrassait pas de détenus, a déclaré que les talibans seraient considérés comme des prisonniers de guerre. Mais aucune structure n'est en place pour les juger et ils devront attendre encore longtemps avant de connaître leur sort.
Aux États-Unis, la Maison-Blanche considère que l'idée d'une force de paix multinationale en Afghanistan est prématurée, dans la mesure où les combats se poursuivent encore. Ce déploiement est l'un des thèmes, en effet, abordés à la conférence de Bonn, où peu à peu se construit un accord de principe sur la transition politique en Afghanistan. Mais il ne faut pas pécher par excès d'optimisme. Les difficultés sont là, les dissensions sont visibles entre les délégations à Bonn. Patrice Romden. Actuellement en pleine ascension médiatique, M. Fauzi fait un travail difficile qui consiste à donner chaque jour une bonne nouvelle aux journalistes. Et aujourd'hui, il annonçait un accord pour demain. Demain, nous révèle-t-il, dure 24 heures et s'achève à minuit. Concrètement, les délégations se sont mises d'accord sur la création d'un gouvernement intérimaire comprenant 15 à 25 personnes et d'un conseil suprême réunissant 120 à 200 personnes. Seulement voilà, qui seront ces personnes? La difficulté, c'est de sélectionner les noms des membres du Conseil suprême et du gouvernement, confie le chef de la délégation de l'ex-roi, avant de sous-entendre un peu plus tard, sous la protection de son garde du corps, que du côté de l'Alliance du Nord, on prend son temps. Ils ont besoin de se concerter avec leurs chefs restés en Afghanistan. Ils voulaient même aller les voir à Kaboul, mais ce n'est pas possible. Nous, de notre côté, nous avons notre propre liste. Pas sûr, car nous croyons savoir qu'il y a des tiraillements à l'intérieur de chacune des 4 délégations où chaque ethnie ou presque dispose d'un représentant, et c'est en fait cela qui ralentit les négociations en ce moment. Autre dossier susceptible de fâcher, la force multinationale. Elle serait forte de 2000 hommes. Comprendra-t-elle des Afghans? C'est toute la question. Concernant la lutte antiterroriste, un réseau de recrutement et de soutien d'Al-Qaïda a été démantelé en Italie. Son chef, un Tunisien arrêté en avril dernier à Milan, a permis ensuite l'interpellation de plusieurs autres membres de ce réseau. D'après l'enquête et grâce à des écoutes téléphoniques, les suspects interpellés faisaient partie des centres d'études islamiques de Milan. En Israël, un attentat suicide hier dans le nord du pays. L'explosion dans un bus a fait 3 morts. Le djihad islamique revendique ce soir cet attentat suicide. Un attentat unanimement condamné, y compris par Yasser Arafat. L'émissaire américain sur place à Jérusalem déclare que tout est fait pour que les groupes armés fassent échouer toute mission de paix. Demain, journée mondiale de lutte contre le sida, l'occasion de souligner une fois encore qu'en France comme dans bien d'autres pays, la prévention n'est plus prioritaire, notamment chez les jeunes. De quoi inquiéter tous les spécialistes qui profitent de cette journée mondiale pour rappeler l'indispensable, se protéger. L'exemple dans ce centre de jeunes apprentis boulangers, reportage Frédéric Vion, Guillaume Fillard. Comment on attrape le sida? Comment on attrape le sida? Au fait dans la salle, qu'est-ce qu'est la réponse? Non, comment on l'attrape? En faisant de l'amour. La question peut paraître incroyable, et pour qu'ils osent la poser, il a fallu qu'ils l'écrivent anonymement sur un bout de papier. Ces garçons ont entre 14 et 17 ans, l'âge où l'on fait souvent semblant de savoir, et où on ne sait en fait pas grand-chose. L'appellation, c'est pas l'anus, ça. Non, dans l'appellation, qu'est-ce qui prend le plus de risque? C'est la bouche. C'est hyper facile. Depuis 10 ans, le CRIPS, une association francilienne, intervient ainsi à l'école pour que les jeunes aient les réponses aux questions qu'ils n'osent pas poser. Peut-on attraper le sida par fellation? Peut-on mettre de la vaseline sur un préservatif? Peut-on guérir du sida? 40 ans. Tu fais une chimiothérapie? Je crois qu'ils sont plutôt pas mal informés. Mais simplement, c'est de l'information au changement de comportement, il y a toute une nuance. L'information est une chose. L'intégrer dans un comportement au jour le jour est plus compliqué. C'est en ça d'ailleurs qu'il est important qu'il y ait de plus en plus de campagnes qui renouvellent le discours. Et pour renouveler le discours, rien de tel que la pratique. Au siège du CRIPS, le préservatif se montre sous toutes ses formes et toutes ses couleurs. Il se manipule aussi. Ici par exemple, c'est un jeu, il s'agit d'enfiler un préservatif à l'aveuglette pour être capable de le refaire même dans l'obscurité, et c'est tout un art. Il y a un sens. Une fois qu'on le met dans le bon sens, ça va tout seul. Ça sert à quoi ça? Et pour les questions les plus intimes, les adolescents peuvent même ici s'en remettre aux ordinateurs. Pour que le message passe, tous les moyens sont bons. En France, une personne est contaminée par le sida toutes les 4 heures.
À Paris hier soir, nombreuses interpellations lors du match de foot PSG-OM. 44 personnes ont été légèrement blessées. Les supporters du Paris Saint-Germain à la sortie du match ont pris à partie les forces de police. La préfecture de Paris avait mis en place un dispositif de sécurité pour éviter tout sérieux dérapage. Zindine Boudaoud et Hugues Buchard. Le match après le match. 300 à 400 supporters du PSG face aux policiers. Ils veulent se frotter aux Marseillais, mais le dispositif de sécurité les en empêche. 15 Parisiens interpellés, 5 sont en garde à vue. Si t'es fier des Parisiens, prends dans tes mains. Si t'es fier des Parisiens. Ceux-là ont lancé des projectiles sur les policiers et frappé des passants parisiens. Sous escorte, les 1300 fanatiques de l'OM sont dirigés vers leur tribune. Les oreilles des Parisiens sifflent, la provocation continue dans les deux camps. Les tribunes du PSG sont sous surveillance, le moindre délit traqué, allumer un fumigène est prohibé. Pour assurer le bon déroulement du match, 800 policiers et gendarmes sont déployés autour du Parc des Princes. C'est un derby où malheureusement la haine prend le pas sur le sport et c'est bien dommage. Et nous faisons en sorte de calmer la plupart des belligérants. Opération réussie, les dégâts sont mineurs, les supporters marseillais sont ramenés à bon port, vivement le match retour. En Australie, la première journée de la finale de la Coupe Davis, Nicolas Escudé s'est imposé dans le simple contre le nouveau numéro 1 mondial Lleyton Hewitt. Les tricolores sont plutôt satisfaits, mais le double sera crucial. Nathalie de Rinxin, Frédéric Delarue. Heureux qui, comme les supporters de l'équipe de France, ont fait un long voyage pour voir gagner Nicolas Escudé. Sur le gazon de Melbourne, le Français a créé la surprise en faisant mordre la poussière à Lleyton Hewitt, le nouveau numéro 1 mondial. Escudé s'est joué de l'Australien en 5-7 et 3h30 de jeu. Un drôle d'exploit qui permet à la France de marquer le premier point dans cette finale de Coupe Davis. J'ai tendance un petit peu à gagner les matchs à l'arraché sur Coupe Davis, mais ce qui prime et ce qui compte avant tout, c'est d'avoir ramené ce point. Sébastien Grosjean, fort d'une victoire au Masters sur Patrick Rafter, espérait bien offrir le deuxième point à la France. Mais cet après-midi, l'Australien s'est imposé en 3-7, remettant les deux équipes à égalité. Pour ne rien changer à la tradition des finales de Coupe Davis, le double s'annonce donc décisif. Et si côté français, Pioline sera associé à Santoro, côté australien, le mystère s'épaissit. Difficile de savoir quel nom sortira du chapeau de l'entraîneur. Un vrai casse-tête pour tromper l'adversaire. Oui, c'est vrai qu'à partir du moment où on ne sait pas exactement qui l'on va avoir en face de nous samedi après-midi, on doit se concentrer sur notre propre niveau de jeu et sur ce que l'on doit faire pour être à notre meilleur niveau. Seule certitude, les deux Français devront frapper un grand coup s'ils veulent gagner la Coupe. Et cette nuit à 4 h en direct sur France 2, Cédric Pioline et Fabrice Santoro affronteront en double Todd Woodbridge et Ben Arthus. L'ouverture du Salon nautique international à Paris, un marché en pleine expansion, tous ont le sourire, les constructeurs et les passionnés. On attend quelques 300 000 visiteurs. Julien Beaumont, Guillaume Viard. Voici l'une des attractions du Salon nautique, une plage arrière pour faciliter l'accès à bord. Prix du bateau, 1 200 000 francs, 180 000 € tout de même. Cette année, la tendance est au confort et au luxe. Des bateaux pensés pour la famille et non plus pour des marins au long cours. Des innovations grand public, les spécialistes, eux, ne s'intéressent qu'aux détails. Moi je viens surtout pour voir tous les accessoires qui vont sur les bateaux ici, des petites pièces pour le moteur, des choses de voile, des cordages, des manilles, et puis surtout pour le rêve, parce que tous les gens qui passent ici, ils ont des lagons bleus dans les yeux, c'est le salon nautique, c'est vraiment un haut lieu du rêve. Le salon nautique, c'est aussi un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels de la mer. C'est toute la mer qui se déplace à Paris, c'est les marins, c'est les fournisseurs, c'est les voiliers, c'est les organisateurs de régates. Et c'est bien de concentrer tout ça au même endroit à Porte de Versailles, ce qui est quand même plus petit que la France. Dans le sillage des voiliers traditionnels, c'est toute l'industrie nautique française qui est en progression, plus 20% sur l'année. Ce salon, c'est l'occasion pour les constructeurs de vérifier si cette tendance se confirme. C'est très important en termes de vente, puisque vous voyez, un salon comme celui de Paris, qui va donc durer une dizaine de jours, va représenter sur notre chiffre d'affaires en France, sur l'année 2002, 20% de l'année.
Autre indicateur, la foule. 300 000 visiteurs l'an dernier. Et il y en a pour tous les goûts. Ce n'est qu'une maquette car l'original dépasse les 20 mètres et ne tient pas dans le salon. Son prix 26 millions de francs, 4 millions d'euros. Son nom, il n'y a plus qu'à. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les deux principaux titres. L'hommage de la Grande-Bretagne à George Harrison, qui s'est éteint ce matin à Los Angeles à l'âge de 58 ans des suites d'un cancer. Le plus discret, le plus jeune des Beatles, avait composé quelques-uns des plus grands tubes du groupe. En Corse, Jean-Pierre Chevènement sifflé au palais de justice par un comité d'accueil indépendantiste. L'ancien ministre témoignait dans l'affaire des paillotes. Lui ont succédé les deux conseillers de Lionel Jospin. Dans un instant, la météo, Patrice Drevet, puis le point route, Valérie Maurice, 20h50, votre soirée polar avec PJ et avocats associés, 0h30, le dernier journal, Mété, demain à 7h dans Thé au Café, Catherine Sellac reçoit Philippe Geluc. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h demain. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte maintenant avec des images de George Harrison qui nous a quittés ce matin. My love, my sweet love, my sweet love. I really wanna be with you. I like to see